Juste avant de lancer un nouvel épisode, je t'invite à aller faire un tour sur vestiaire.org/livre. La grande question à laquelle on essaie de répondre sur ce podcast, c'est comment construire une carrière de sportif de haut niveau. Devine quoi, avec Maxime Dubois-Danguin, on a fait un gros boulot pour synthétiser l'ensemble des interviews qui sont déjà diffusées sur le podcast dans les vestiaires et on a sorti ce qui j'espère sera ton prochain livre de chevet. C'est à découvrir sur vestiaire.org/livre. C'est disponible en version électronique sur notre site et puis sur Amazon si tu veux la version papier. L'avantage, au-delà d'aller chercher un max d'informations en plus de tous les épisodes que tu peux entendre, c'est de pouvoir soutenir toutes les sportives et tous les sportifs de haut niveau actifs interviewés sur ce podcast, puisque tous les bénéfices de ce livre leur seront reversés. Voilà, allez, c'est parti pour un nouvel épisode et n'oublie pas vestiaire.org/livre. À tout de suite. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on va échanger avec une sportive de haut niveau dans un sport que l'on n'a pas encore abordé, en tout cas pas sur la glace, puisque j'ai déjà eu Mathilde Pétriot qui est une hockeyeuse sur gazon. Et aujourd'hui, on va parler avec Clara Rosier, hockeyeuse au sens noble du terme, hockeyeuse sur glace. Salut Clara. Salut. Tu vas bien ? Ça va très bien, merci. Et vous ? Et toi ? Oui, oula. Ouais, tu peux me tutoyer. Oula, je viens de... J'ai l'impression d'avoir 72 ans là d'un seul coup. C'est marrant, 72, c'est mon numéro en Finlande, mais... Ah, écoute, 72, ton numéro en Finlande. Parce que ça veut dire que tu as plusieurs numéros suivant là où tu joues ? Ouais, alors en équipe de France, j'ai le numéro 16. Parce que à la base, on ne peut pas prendre des numéros plus hauts que le numéro 30. Vu qu'on n'est pas on n'est pas toutes les années dans l'élite mondiale. Quand on est dans l'élite mondiale, on a le droit de prendre n'importe quel numéro, mais quand on est en division 1, on n'a pas le droit de prendre plus haut. Et dans mon club en Finlande, c'était free, donc je me suis dit, tiens, pour une fois, je peux prendre un numéro au-dessus de 30, je vais en profiter. Ok, on va pouvoir revenir un petit peu sur tout ça et sur toutes les règles. Mais la première question, déjà, ce que je te propose, c'est de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Clara Rosier ? Alors ouais, Clara Rosier, donc j'ai 26 ans. Je viens de Morzine à la base, donc c'est un petit village dans les Alpes françaises. Donc c'est là que j'ai commencé à jouer au hockey, c'est là que j'ai commencé à skier aussi. Voilà, j'ai commencé le hockey à l'âge de 7 ans, si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Et puis, maintenant, j'en ai 26, donc je vais en avoir 27, donc ça fait 20 ans que je joue au hockey. Ça commence à faire un petit bout de temps. Donc ouais, commencé à Morzine. Ensuite, je suis partie au Pôle France féminin. Donc pour mes années lycée,
J'ai fait mes années lycée là-bas, j'ai eu mon bac. Ensuite, je suis restée un peu, j'ai essayé de faire des études supérieures, mais c'était pas trop mon truc. Et ensuite, je me suis lancée dans le diplôme de ski pour devenir monitrice de ski, parce que ma famille, ils sont tous moniteurs de ski. Mon père, ma mère, ma grande sœur, mon grand-père étaient aussi, donc c'était un peu le truc qu'il fallait faire. Et puis j'ai commencé le ski à 3 ans, donc voilà. Et puis ensuite, ensuite il y a eu le Covid, ça a été un peu plus compliqué pour continuer à jouer, à s'entraîner. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité de partir en Finlande. Donc je suis partie en Finlande. Il y a eu le gros du Covid, c'était quoi, février, mars, je sais plus trop quelle année, mars mais 2020, je suis partie dans la foulée au mois d'août. Et j'ai bien fait, parce qu'en France, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, il n'y avait pas trop de championnats en cours, donc c'était vraiment le bon timing. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ça. Détends-toi, Clara, je te sens un peu stressée, non? Non, ça va. Ou c'est juste que tu as l'habitude de bouger un petit peu. C'est vrai qu'en hockey, on est plutôt actif. Là, il faut que tu restes posé sur une chaise. Donc, tu as commencé le ski à 3 ans, mais tu savais à peine marcher et tu faisais déjà du ski, c'est ça? À peu près, ouais. Et puis après, quand est-ce que tu découvres véritablement le hockey? Alors, je connaissais déjà le hockey avant de commencer à jouer. Parce que dans mon village, c'était soit tu faisais du ski, soit tu faisais du hockey, soit tu faisais du foot. C'était assez limité, on va dire, en termes de sport collectif, même si le ski, c'est pas vraiment collectif. Mais tous mes copains faisaient du hockey, et dont ma meilleure amie, fille, qui faisait du hockey. Et du coup, je me suis dit, allez, on va essayer, on va tenter, et puis... Parce que comparé à tous mes copains d'enfance, j'ai commencé tard le hockey. Eux, ils ont plus commencé à 4 ans. 7 ans, c'était déjà tard. Et ça veut dire quoi justement commencer à 7 ans par rapport à 4, surtout quand on vit dans un village de montagne où le ski, enfin les sports d'hiver sont rois. Tu savais quand même bien tenir sur des patins, tu savais... t'avais pris quoi comme retard en 3-4 ans par rapport aux autres gamins qui avaient commencé beaucoup plus tôt? Je pense que ça joue pas énormément, parce que techniquement... t'apprends de 4 à 7 ans, mais c'est pas non plus immense la capacité que tu peux apprendre techniquement sur ces âges-là. Après, comme tu as dit, je faisais déjà du ski, j'avais déjà la glisse. Je connaissais déjà la glisse, donc c'était assez facile de rentrer dans le bain dans le monde du hockey. C'était plus de rajouter la crosse et le palais qui était un peu plus compliqué, mais... Ouais, après ça vient justement avec la pratique. Et à 7 ans... tu pratiques combien de fois par semaine? C'est genre les mercredis, les samedis, ou tu commences déjà à avoir un rythme assez soutenu? Ouais, c'est ça. Non, c'était 1 ou 2 fois par semaine, avec des tournois de temps en temps les week-ends. C'était pas... Puis ça remonte à 20 ans en arrière maintenant, donc c'était pas non plus très développé. Il y avait beaucoup moins de tournois, beaucoup moins de choses organisées, donc c'était pas très intense. Surtout qu'en France, le hockey féminin est pas si développé que ça. Ah non, j'étais que toutes mes années à Morzine jusqu'à mes 15 ans, j'étais avec les garçons. J'ai joué en masculin, en mixte. C'était en mixte. Et même les compétitions, ouais. La fédération l'autorise parce qu'il n'y a pas assez de clubs de filles, ou parce que c'est l'intégration ou la découverte du sport? Non, c'est autorisé. Alors après, je sais pas ce qui est fait avec les autres disciplines comme le foot, etc. Mais en tout cas pour le hockey, c'est autorisé. Et à partir d'un certain âge, on a le droit d'être sous-classé. Donc, c'est-à-dire que même si j'ai 20 ans, je peux jouer en U17 ou des choses comme ça, pour pas non plus que physiquement, il y a une trop grosse différence entre nous et des gars de 20 ans. Il y a tout de suite une différence physique qui s'impose, quoi. Tu as joué avec les garçons jusqu'à 15 ans. Ça veut dire quoi, justement, ce début d'adolescence pour une fille qui partage la glace, alors j'imagine pas les vestiaires, mais qui partage un petit peu tout avec d'autres garçons de ton âge? C'est un peu le moment où c'est la confrontation. Est-ce que le sport rattrape un petit peu ces moments de taquinerie entre garçons et filles? C'est sûr que c'est le moment où ça commence à changer. Après, moi, la chance que j'avais, c'est que c'était des gars que je connais depuis que j'étais gamine. J'ai grandi avec eux, j'ai fait du ski avec eux, j'ai fait tout
toutes les petites catégories hockey avec eux. Donc, c'était hyper facile d'être intégré dans l'équipe. J'ai aussi eu la chance d'avoir des bons coachs qui... Enfin, ça les dérangeait pas d'avoir une fille dans l'équipe. Donc non, sur ça, j'ai vraiment eu de la chance parce que je sais que dans d'autres clubs, c'est un peu plus compliqué pour les filles de s'intégrer. Je pense surtout sur des grosses villes où tu connais pas forcément tu connais pas les gars de l'école ou n'importe où. Donc non, moi sur ça, j'ai vraiment eu de la chance et ça, il y a vraiment pas eu de soucis pour moi dans l'équipe avec les gars. Aujourd'hui, on a la chance de faire une interview à deux avec Grégory Herbet, ancien hockeyeur des Dragons de Rouen. Greg, je crois que tu voulais poser une question à Clara. Oui, alors uniquement amateur aux Dragons de Rouen. Je n'ai pas été jusqu'au plus haut niveau, mais est-ce que le fait de t'entraîner avec des garçons, selon toi, à muscler ton patinage, ton maintien de crosse, ta vision de jeu, est-ce que ça t'a... Non pas que les garçons sont forcément meilleurs, c'est pas ça. C'est juste qu'effectivement, comme tu le soulignais, très rapidement, le physique au hockey sur glace prend quand même un pas ultra important sur la prise du palais, dans les coins, même sur la façon de jouer. Est-ce que le fait d'avoir eu plus de résistance physique, de patinage explosif, etc., est-ce que toi, ça t'a augmenté le niveau et ça t'a permis d'être au niveau où tu es aujourd'hui? Est-ce que ça a participé? Je pense que oui. Parce que comme tu dis, il y a une différence physique qui finit par arriver avec l'âge. Et puis c'est surtout qu'en hockey féminin, il n'y a pas de charge, il n'y a pas de gros contact. Donc forcément que ça te prépare un peu plus à être solide physiquement. Et après, c'est pareil, la vitesse, l'exécution, c'est quand même tout plus rapide chez les hommes. Donc c'est sûr que ça a été un avantage. Et j'ai aussi eu la chance quand j'étais au pôle, je jouais avec une équipe féminine, mais on jouait contre les garçons. Donc pareil, pendant les matchs, on avait toujours une bonne adversité et des matchs physiques, même si des fois c'était un peu bizarre, où les gars n'osaient pas forcément venir, ou alors justement ils en profitaient, les plus petits en profitaient pour dire, allez, pour une fois j'ai un gabarit correct pour aller mettre des charges. Mais c'est sûr que, en tout cas, les filles qui peuvent rester le plus longtemps possible à jouer dans des équipes de garçons, c'est le mieux. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que la différence entre le hockey féminin et masculin, il y a une logique de charge, il y a aussi une logique de protection. Je pense qu'à partir du moment où on est majeur en hockey masculin, on peut avoir la demi-visière. Ce qu'il n'y a pas au hockey féminin, je crois que vous êtes obligé d'avoir la grille. La grille, ouais. Aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence notable? C'est à peu près tout, en tout cas sur l'équipement. Il y a juste le casque qui change. Et je suis bien contente de jouer avec une grille et pas une visière. Parce que les garçons, ils s'en foutent de ne pas avoir de dents ou des trucs comme ça. Mais parce qu'on ne voit pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on regarde le championnat, même français. Alors, beaucoup de joueurs ont quand même plus de dents. Voilà, ou moins de dents. Alors, le truc, c'est de se dire qu'à la fin de carrière, c'est ça. Mais tu ressembles à rien pendant 10 ans, quoi. Voilà, pendant 10 ans, il leur manque effectivement une partie des dents, mais c'est aussi un choix. Mais même aux États-Unis, on voit sur les bancs, parce qu'ils ont leur dents, donc on voit pas. Mais ça protège plus grand-chose, le protège-dents, c'est parce que c'est obligatoire. D'ailleurs, là-dessus, un palais lancé à pleine vitesse, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on est sur la même puissance, sur la même vitesse, et ça représente quoi? Chez les hommes, c'est quand même plus fort. Ça va plus vite. Après, je sais pas, j'ai pas trop les chiffres en tête, mais je me souviens que l'année dernière, sur Championnat du Monde, il y a des capteurs dans les palais, vu qu'on était en élite. Et on avait des palais à 130 km/h. Donc quand tu te le prends, t'as beau être protégé, ça fait quand même mal. Ouais, c'est clair. Un palais, c'est dur, hein. C'est pas mou, c'est du caoutchouc vulcanisé. Donc c'est-à-dire c'est du caoutchouc avec dedans du métal. Voilà, donc c'est un disque de caoutchouc qui fait à peu près 2,5 cm d'épaisseur. Et ça fait 7,5, un peu plus de 7,5 de diamètre. Et c'est 156-170 grammes. Hein, donc si c'est envoyé à 130 km/h, si c'est direct, ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Et les hockeyeurs sont protégés, mais pas partout. Par exemple, ils ne sont pas protégés au niveau des mollets. Il y a des endroits sur les côtés notamment où ils ne sont pas protégés. À l'intérieur des cuisses. L'intérieur des cuisses. Il y a le cou. Récemment, on l'a vu avec l'orrible accident, le décès d'un joueur en Angleterre.
à pas aller dans le cou ou dans la mâchoire. Enfin, c'est désastreux. Ensuite, après, bon, heureusement, ça n'arrive pas souvent et généralement, les palets sont déviés, donc il y a un peu moins de rapidité, mais ça fait quand même très, très mal. C'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'on dit que le hockey sur glace, c'est le sport de combat le plus rapide du monde. C'est pas considéré comme un sport d'équipe, c'est plutôt considéré comme un sport de combat parce qu'il y a du contact et de la rapidité. Et chez les femmes, justement, il n'y a pas la charge, mais il y a quand même du contact. Ça frotte quand même pas mal. Ouais. Et bah, surtout là, en plus, les dernières années, ça a vraiment commencé à être beaucoup plus physique sur les matchs. Après, on n'a pas le droit de mettre des grosses charges comme, par exemple, en NHL, ils vont faire. Mais après, eux, c'est plus un spectacle, c'est le show, c'est encore autre chose. Mais là, ça fait plusieurs années que ça commence vraiment. La NHL, c'est le catch du hockey, quoi. Ouais. De plus en plus, parce que Mais, maintenant, les gars arrivent sur la glace, ils ont à peine joué, ils commencent à se battre, parce que c'était prévu. Non, mais c'est ça. tu vois les matchs, ils commencent, ils ont même pas l'engagement. Les gars déjà jettent les gants et commencent à se battre. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est parce qu'en fait, il y a 3 matchs, machin, et c'était prévu, tout le monde attendait ça. Les gars viennent dans les gradins pour voir ça. Et s'ils le font pas, les gars se plaignent. Donc ça fait partie du show. C'est du spectacle, ouais. Et je crois qu'il y a un joueur là qui a fait 6 matchs en NHL et il s'est déjà battu 5 fois. Ouais, j'ai vu passer ça aussi. Il a des yeux au beurre noir comme ça. Ouais. Il est complètement défiguré, mais tout le monde est content. Ils l'ont acheté pour ça. Donc voilà, c'était. Bon, donc chez les filles, c'est pas si violent quand même, Clara, rassure-moi. Non, c'est pas aussi violent. Après, là en Suède, dans le championnat féminin, ça fait 2 ans qu'il y a le droit aux charges. Ah ouais. Donc ça joue beaucoup plus physique. Et puis après, sur les championnats du monde, là on le voit aussi en PWHL, ça joue physique, ça joue fort. Après, il y a des contacts, il y a plus de contacts, mais il n'y a pas les contacts open ice, c'est-à-dire au milieu de la glace où vraiment juste le gars il patine pour défoncer l'autre. Et ça, nous on fait pas. C'est plus intelligent, on va dire, nous. Et ça reste dans le contexte du match. Parce que des fois, les gars, c'est un peu juste, je vais aller taper parce que j'ai envie d'aller taper. Alors, il y a un truc, c'est qu'il y a les charges contre la balustrade. Donc ça, normalement, c'est pas plus de 3 pas d'élan. C'est-à-dire, on peut pas arriver avec la moitié de la patinoire d'élan. C'est des charges qui sont faites pour bloquer, arrêter, prendre le palais. Puis effectivement, les charges open ice, c'est-à-dire c'est au milieu de la glace. Alors, il y a ce qu'on appelle des dead zones, hein, des zones de la mort, où il vaut mieux éviter de passer à certains moments, donc en attaque ou en défense. Où là, si tu passes et que tu regardes le sol, donc le palais, et que tu ne vois pas, tu peux te prendre un gars si c'est un gars de 130 kilos qui effectivement arrive à pleine vitesse. Et là, il a le droit parce que c'est pendant le jeu. Donc ça, les joueurs professionnels le savent. Il n'y en a pas beaucoup en France. Alors, il faut savoir que les championnats finlandais, suédois, on va dire tchèques, les Suisses sont les meilleurs d'Europe. Hein, tu confirmes, Clara? Ouais. Parce qu'on parle toujours beaucoup de la NHL, mais aujourd'hui, le niveau quand même dans ces championnats-là, que ce soit hommes ou femmes, se rapproche quand même beaucoup des championnats américains. On n'a plus une aussi grosse différence qu'il y a 10-20 ans. Là, maintenant, voilà, tu regardes la plupart des joueurs qui sont achetés en NHL, il y en a beaucoup de Canadiens, ça c'est sûr. Il y en a aussi beaucoup d'Européens de ces pays-là, et de plus en plus de Français et de Françaises. Donc toi, Clara, pour revenir un petit peu à ton histoire, donc tu intègres le Pôle France. Ça veut dire quoi, intégrer le Pôle France sport-études, avec un aménagement entre le collège, le lycée et puis les entraînements de hockey. Et là aussi, tu étais en mixte, donc tu t'entraînais avec les garçons? Alors ouais, c'était ça, sport-études. Donc on avait des horaires aménagés avec le lycée, on avait des entraînements sur glace le matin. Enfin, c'était vraiment sport-études. Donc non, je m'entraînais que avec des filles, avec l'équipe du pôle. Et par contre, les matchs, on jouait dans le championnat U18 masculin à l'époque. Enfin, c'était vraiment une structure. Ça a complètement changé mon fonctionnement parce que moi, je sortais de mon petit village de club où je jouais avec les garçons, où c'était pomper l'op tranquille. Et alors que là, j'arrivais dans une structure où ils allaient me préparer physiquement, ils allaient me préparer techniquement. Et donc, au début, ça a été un peu compliqué de s'adapter. Et puis surtout, nouveau lycée, pas du tout. Enfin, ça va, j'avais la chance que c'était qu'à 1h30 de chez moi comparé à d'autres où c'était à l'autre bout de la France, mais tu as quand même un changement de tout, quoi. 1h30, ça veut dire que tu étais en internat, donc en plus, à 15 ans, tu lâches la famille. Et on rentrait jamais, hein, parce que les week-ends, il y avait match, donc on était à l'internat semaine et week-end. Et à 15 ans, du coup, au-delà de
d'apprendre à évoluer sur la partie technique, d'apprendre à évoluer sur la partie physique. J'imagine aussi peut-être un peu sur la partie mentale, avec un peu de prépa mentale. Enfin, tu nous diras ça. Il y a aussi justement ce fait de partir, de s'émanciper. Est-ce que tout ça, en même temps, tout ça combiné, ça t'a fait grandir? Ça aurait pu avoir un côté néfaste sur toi que tout arrive en même temps? Alors c'est sûr que ça me fait grandir parce que partir à 15 ans de la maison, c'est pas si facile que ça. Mais bon, encore une fois, j'étais proche de la maison, j'étais encore dans un contexte un peu de montagne parce que c'était à Chambéry, le Pôle France, donc j'étais dans un élément que je connaissais. Après, c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui serait capable de partir comme ça à 15 ans, que ce soit à 1h30 de chez toi ou à 10h, ça change pas grand-chose parce que de toute façon, on rentrait pas à la maison. Après, on était bien entourés. Il y avait pas forcément de prépa mentale au tout début, mais après, il y avait une psychologue qui nous suivait s'il y avait besoin. Donc non, sur ça, on était quand même vraiment bien, vraiment bien. Enfin, c'était structuré. Et après, c'est sûr que tu te forges le caractère qu'il faut et t'apprends à te débrouiller un peu tout seul, quoi. Ouais, pas trop le choix. Et quand tu intègres ce pôle France, est-ce que pour toi les choses sont déjà claires? C'est-à-dire que tu ambitionnes d'avoir une carrière professionnelle dans le hockey féminin, ou en fait tu y vas parce que tu avais la possibilité d'y aller, tu avais la capacité d'y aller, tu t'es dit je vais y aller, je vais voir ce que ça donne, mais moi mon but c'est faire des études, c'est je sais pas, être médecin, infirmière, comptable ou autre? Alors non, j'ai jamais eu de but de faire des études, des grandes études dans ma vie. Donc non, à la base, j'ai fait les sélections, surtout pour voir aussi où j'en étais, euh, voir le niveau que j'avais, parce que d'être prise au Pôle France, enfin en tout cas à l'époque, c'était vraiment bien en tant que fille. Et puis il y avait encore très peu de joueuses qui jouaient à l'étranger, donc il y avait encore des grosses joueuses qui ont maintenant marqué l'histoire du hockey français. Donc c'est vraiment quelque chose de fort, et le fait d'avoir été prise, euh, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, maintenant je vais faire du hockey. Maintenant je vais tout donner pour continuer parce que j'ai réussi à faire ça. Puis après j'ai été prise au pôle, après il y a les sélections en moins de 18 ans qui ont commencé à arriver, les championnats du monde, donc tu commences à rentrer dans un mode compète et tu deviens un peu accro à ça parce que l'émotion que ça te provoque, euh, nulle part ailleurs dans ta vie de tous les jours tu peux l'avoir. Donc c'est juste tu deviens accro au truc, accro à la compétition, accro à aller faire des résultats, accro à essayer de faire évoluer les choses, surtout dans le sport comme le mien où, en tout cas chez les femmes, il n'y a pas grand-chose qui est fait encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc, Il y a tout à faire, tout à écrire, tu fais partie des pionnières. il y en a eu avant moi quand même. Je pense que je fais partie de la deuxième génération vraiment où les choses commencent à changer, mais il y a eu un gros groupe devant moi qui ont fait beaucoup de boulot aussi. Le futur d'une joueuse de hockey en France, justement, c'est quoi? C'est intégrer l'équipe de France hockey, mais est-ce qu'il y a des gros clubs de joueuses ou est-ce que c'est comme toi tu l'as fait, partir à l'étranger pour pouvoir t'émanciper et puis retrouver ces shots d'adrénaline que tu ressens, dont tu viens de nous parler? Pour être honnête, si tu veux vraiment percer dans le hockey, faut partir. Faut pas rester en France. Parce que t'as le pôle qui permet de te développer quand t'es jeune, mais après le championnat féminin, il est pas assez développé. Puis dans le championnat, il y a un peu de tout. Il y a des filles de 15 ans qui viennent de commencer à jouer au hockey, et il y en a, je sais pas, qui en ont peut-être 45, où c'est plus du loisir. Donc je pense qu'il se développe quand même, le championnat féminin, mais c'est trop faible pour prétendre à former des joueuses en tout cas. Ou alors si c'est des joueuses qui ont des raisons plus professionnelles, comme on a dans le cas là en équipe de France, où il y a des joueuses qui restent en France, mais elles jouent pas que en féminine, elles jouent aussi en masculin. C'est pas difficile d'être sur un championnat exigeant comme le championnat finlandais et de malgré tout conserver la motivation, l'envie de revenir sur une équipe de France qui, comme tu l'expliques, est assez encore aujourd'hui un peu décousue en termes de niveau général. Je parlais vraiment que du championnat. Après, l'équipe de France, là, à ce moment-là, on est en train de reconstruire parce qu'il y a 2 ans, on a perdu
quasi 10 joueuses qui faisaient partie des gros piliers, justement, qui avaient bâti l'équipe depuis plusieurs années. Donc, Parti en retraite, c'est ça? ouais. Mais par contre, là, l'année dernière, ça a été compliqué sur la première saison où il fallait se reconstruire. Là, ça va, on est vraiment en place et on sait qu'on peut largement rivaliser avec des équipes qui sont dans le top 10 mondial. Donc non, sur ça, l'équipe de France, je me fais pas de soucis. Puis surtout que là, je pense qu'on est les trois quarts des joueuses qui jouent à l'étranger. Donc ça se ressent aussi dans l'expérience que les filles, elles apportent quand elles arrivent en équipe. J'ai oublié l'Allemagne tout à l'heure comme championnat assez relevé quand même. Aujourd'hui, elles jouent où les filles du pôle, enfin, de l'équipe de France à l'étranger, en général? Alors moi, je suis en Finlande. Il y en a quelques-unes qui jouent en Suède, quelques-unes en Suisse. Et après, on a pas mal de filles qui sont en universitaire au Canada. Donc ça, c'est pareil, d'aller chercher de l'expérience d'un pays comme le Canada. Après, je dis pas que des fois, c'est tout le temps bien d'aller au Canada, parce que ça dépend dans quelle structure tu te retrouves et dans quelle ligue aussi tu te retrouves. Mais par contre, ça donne de l'expérience. Enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus choqué quand je suis arrivée en Finlande, c'est la culture. Enfin, c'est complètement différent. Tout le monde vit OK ici. Donc c'est sûr, quand tu arrives dans un pays où la culture est comme ça, bah, tu t'imprègnes encore un peu plus du sport, quoi. Alors justement, la différence entre la France et la Finlande en termes de structure, d'accompagnement et autres doit être encore énorme. Qu'est-ce que tu peux, toi qui as vécu les deux expériences, qu'est-ce que tu peux nous dire justement là-dessus? Alors, la Finlande, c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de négatifs sur le championnat féminin. Après, là, ils veulent vraiment le faire développer, mais il y a encore des équipes où les joueuses, il faut qu'elles payent pour tous les déplacements. Bon, après, il y a une licence normale, mais après, le fait de payer pour aller faire les déplacements, etc., enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour essayer d'avoir un championnat qui est vraiment considéré comme semi-professionnel, parce qu'on n'est pas payé. En tout cas, les joueuses finlandaises ne le sont pas, mais qu'au moins, elles n'aient pas besoin de dépenser de l'argent en plus pour jouer et parce après, on a vraiment les mêmes conditions d'entraînement, etc., que les hommes, quasiment. Juste, après, il faut qu'on étudie ou il faut qu'on travaille à côté, alors que les hommes n'ont pas besoin de faire ça. Donc après, il y a toujours mieux à faire. Je pense que c'est quand même pas comparable le championnat finlandais et le championnat français, parce qu'en termes de niveau, c'est complètement différent. Et puis surtout qu'il y a des joueuses qui peuvent être considérées comme professionnelles en Finlande, ou en tout cas semi-pro, alors qu'en France, il n'y a pas du tout. Mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup à faire sur ça, et on voit là en Suède, je pense que c'est le championnat européen qui est vraiment au-dessus des autres, mais parce que les filles, elles ont des conditions professionnelles, même les Suédoises. Donc En Suède, le championnat féminin est plus avancé en termes de conditions des joueuses qu'en Finlande. ah ouais, complètement. Parce qu'en Suède, ils sont tous, si je dis pas de bêtises, toutes les équipes féminines, elles sont sous les équipes masculines. Donc déjà en termes de budget, c'est pas comparable. Et en termes d'organisation, etc., c'est pas comparable non plus. Nous, en Finlande, on n'est pas du tout sous les équipes masculines de Liga. On est sur le même budget que les équipes juniors. Donc c'est sûr que sur les apports financiers, etc., il y a une grosse différence. Après, sur les structures, ça dépend les équipes, mais après, tout ce qui est autour du contexte sportif, de l'entraînement, etc., par contre, les conditions sont géniales. Et toi, justement, comment tu fais pour financer tout ça? Alors, je suis passée par différentes situations. Mes premières années en Finlande, j'ai eu la chance. Heureusement qu'il y avait le Covid, parce que du coup, j'ai touché des aides de l'État français en tant qu'entrepreneur, vu que j'étais monitrice de ski et que je ne pouvais pas travailler en France. Donc ça m'a un peu sauvé la vie à ce moment-là. Et par contre, après parce que là, j'ai fait 4 ans. Donc les 2 années qu'on suivi après, j'ai travaillé en Finlande. Donc j'ai fait un peu des boulots
c'était pas, enfin, c'était marrant, mais c'était quand même assez physique et des fois un peu compliqué de gérer avec la fatigue du boulot, la fatigue physique du boulot, et puis d'aller à l'entraînement, d'aller les matchs le week-end. Donc, il n'y avait jamais vraiment de jour off. Donc, ça a été un peu un gros bloc. Après, j'ai essayé de travailler au maximum pour pouvoir être plus ou moins capable de finir la fin de saison, faire les playoffs sans devoir travailler, juste survivre avec ce que j'avais. Et cette année, j'ai repris mes études. Donc, je fais un bachelor en ligne avec une école française. Et vu que je suis sportive de haut niveau, j'ai le droit à des indemnisations. Donc, du coup, ça me sauve un peu la vie. Après, j'ai aussi négocié l'année dernière pour avoir un meilleur contrat avec mon club en Finlande. Donc, en gros, j'avais de quoi me nourrir chaque mois, mais je mets rien de côté, là. Ça coûte cher la vie en Finlande? C'est léger plus cher qu'en France, ouais. Après, là, c'est pareil avec les crises, les guerres, ça a un peu augmenté de partout, mais de règle générale, c'est léger plus élevé qu'en France. Et justement, tu dis que le fait d'être redevenue étudiante, d'avoir repris tes études et de combiner avec le statut de sportif de niveau, ça te permet de sortir un petit peu la tête de l'eau. Donc, on sent bien que c'est quand même relativement précaire comme situation. Tu vas pas continuer à étudier jusqu'à ce que tu prennes ta retraite de hockeyeuse. Tu faisais la différence tout à l'heure entre celles qui sont comme toi, qui essayent de se débrouiller, de finir la fin du mois, d'aller au bout de leur rêve d'être hockeyeuse, d'en faire leur carrière, et puis celles qui peuvent absolument pas se le permettre et qui sont obligées de prendre un travail. Quelle différence tu fais justement entre les pros, les semi-pros et celles qui sont obligées d'aller travailler, je veux dire en termes de travail, de récupération, de charge mentale, tout ça s'accumule. Et est-ce que ça nuit pas un petit peu sur ta saison finalement? Ah bah si, carrément. Parce que la fatigue que tu accumules au fur et à mesure, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça se fait ressentir. Et là, moi, je vois la différence cette année comparée aux autres années où cette année, j'ai pas travaillé. J'ai juste étudié depuis chez moi parce qu'en plus, c'est en ligne. Donc, j'avais vraiment cette chance de pouvoir vraiment me concentrer que sur le hockey, entre guillemets, et de pouvoir faire toute la récupération, etc., que je voulais. Et là, je fais ma meilleure saison en Finlande. Donc c'est sûr que ça a un impact, en tout cas, sur la longueur, ça a vraiment un impact. Sur la longueur, et puis mine de rien, tous les ans, on prend une année de plus, et donc le corps encaisse encore plus, et donc forcément, plus tu vas tirer sur la corde, et plus ça va être difficile de récupérer, et puis d'évacuer toutes ces charges mentales liées à la simple question de comment je boucle la fin du mois, ou qu'est-ce que je mange la semaine prochaine, parce que j'ai plus les moyens, quoi. C'est ça. Après, ça va, j'avais quand même... Enfin, j'ai jamais été vraiment à me dire qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine, j'ai plus d'argent. J'en suis jamais arrivée là, heureusement. Mais par contre, je faisais pas des folies tous les mois à aller faire des restos, etc., quoi. Ouais, tu comptes tes sous. Ouais. Être joueuse professionnelle en Finlande, donc on l'aura bien compris, tu reçois une toute petite indemnisation. Finalement, le club qui t'emploie est venu te chercher. C'est toi qui as fait des démarches. Comment ça s'est passé pour pouvoir évoluer? Puisque tu nous disais, quand on en parlait il y a quelques minutes, le meilleur moyen d'évoluer dans le hockey féminin en France, c'est de partir de France, tout en restant quand même peut-être pensionnaire de l'équipe de France. Toi, du coup, comment est-ce que tu as fait ce choix de partir? On est venu te chercher? Tu as fait des démarches particulières? Non, c'est moi qui ai fait les démarches. C'est au moment du Covid, parce qu'à la base, j'avais pas du tout forcément prévu de partir, parce que j'étais dans mon train de vie où, en tout cas, l'hiver, j'étais chez moi, je travaillais en tant que monitrice de ski, donc j'avais déjà ma vie qui commençait en fait un peu à être tracée comme ça. Donc à la base, j'avais pas du tout prévu de partir. Après, j'ai vu que le Covid, il commençait quand même à rester. Et il y avait deux joueuses qui jouaient déjà dans l'équipe où je suis, deux joueuses françaises qui jouaient déjà là à Helsinki. Donc je me suis dit, vas-y, je vais écrire à cette équipe-là et puis on verra ce qui va arriver. Et au final, ça s'est fait comme ça. Donc j'ai eu des entretiens en anglais. Je parlais très mal anglais d'ailleurs à ce moment-là. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Après, c'est sûr qu'il faut quand même avoir un bon background derrière toi pour prétendre à partir à l'étranger, en tout cas à ce moment-là. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Je crois que même au début, c'était un peu plus négatif parce qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'une étrangère en plus.
Mais vu qu'il y a d'autres clubs en Finlande qui ont pris des étrangères, je pense que ça a aussi un peu poussé à ce que j'intègre l'équipe. Donc ça s'est fait comme ça. Et donc c'était un peu sur un coup de tête, on va dire. Je me suis dit, allez, vas-y, essaye. De toute façon, on ne sait même pas si le Covid il va continuer, ce qui va pouvoir être possible de faire en France ou pas. Donc voilà, c'est comme ça que je suis partie. Et au final, ça fait 4 ans que je suis là. Et tu le regrettes pas? Non, je regrette pas du tout parce que ça a vraiment eu un impact positif sur ma carrière et puis sur moi en tant que personne, en tant que joueuse de hockey. J'ai vraiment développé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis d'aller à l'étranger, de vivre à l'étranger, de voir ce que c'est ailleurs, enfin, ça apporte énormément dans une vie. Donc non, zéro regret. Tu te vois rester longtemps à Helsinki ou il va bientôt falloir que tu te mettes en chasse d'un nouveau club pour t'accueillir? Alors non, je vais pas rester. J'ai déjà un club pour la saison prochaine et ce sera pas en Finlande. D'accord. Bon, on imagine que tu peux pas nous en dire plus, mais on suivra Non, je ça. peux pas encore dire, ouais. Tu peux nous dire le pays du club ou pas du tout? Ou ça serait... Je vais me rapprocher fortement de la France D'accord, ok. et de chez moi. Donc là, je vous donne beaucoup d'informations là. Ah, mais on va rester neutre, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'ailleurs, là, tu fais toutes ces démarches toute seule ou tu es accompagnée par un agent? Comment ça se passe? Non, toute seule, pas d'agent. Enfin, le hockey n'est pas assez développé, puis surtout, je suis pas, j'ai pas un grand nom dans le hockey mondial en tout cas, donc non, ça c'est tout nous tout seuls qui devons chercher les contacts, ou alors dernièrement c'était quand même pas mal les équipes qui me contactaient, vu que j'ai fait des bonnes saisons là en Finlande. Et après, toutes les négociations, etc., c'est tout nous-mêmes qui devons le faire. Et comment ça se passe justement quand il faut négocier, excuse-moi, les contrats, ce genre de choses? Tu te fais accompagner ou tu relis et puis tu regardes un petit peu si ça peut coller et en espérant qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette? Non, on se fait pas du tout accompagner. C'est vraiment. Enfin, après, forcément, on peut demander de l'aide à des entraîneurs. Je sais que nos entraîneurs en équipe de France, ils sont hyper ouverts et vraiment contents de pouvoir nous aider si on a besoin. Après, tout ça, c'est vraiment nous toutes seules. Donc, faut vraiment faire attention parce que des fois, il y a des clubs, ils essayent un peu de faire passer des trucs pour qu'on compte le moins d'argent possible. Donc, faut vraiment être vigilant. Puis, c'est assez compliqué parce que la négociation comme ça sur des contrats, on n'a pas l'habitude de le faire parce que c'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Donc, c'est un peu nouveau, mais non, on n'est pas du tout accompagné ou quoi que ce soit. Justement, tu n'es pas un grand nom du hockey aujourd'hui. Qu'est-ce qui selon toi, c'est selon toi ça, hein, après, tu as forcément... Oh, mondial, j'ai dit. Oui, mondial. Qu'est-ce qu'il te faut pour justement apparaître dans les tablettes du hockey mondial? Après, nous, en tant que Françaises, c'est déjà de performer avec les équipes de France. Déjà ça. Ça aide, Et ça? puis après, Pas au niveau du ranking mondial de l'équipe de France, parce que ça met des générations pour pouvoir ouais. évoluer. Mais toi, personnellement, vis-à-vis d'autres clubs, parce que ce qui fait ta carrière, l'équipe de France, c'est une super promotion pour toi. Ah bah carrément, ouais. Mais après, bon, les clubs ont aussi, notamment si on parle des clubs avec dans des ligues très, très avancées, ont quand même leurs scouts un peu, qui vont un peu regarder, qui vont... il y a deux questions dans ma question. Quand tu parles de scout, tu parles de recruteurs, mais recruteurs du milieu sportif. C'est ça, donc des recruteurs de milieu sportif, ou en tout cas des assistants coach ou des préparateurs qui vont... Ouais, parce que sur toutes les compétitions nationales, enfin internationales, pardon, qu'on a, il y a des gens qui viennent, enfin des équipes qui viennent voir. Et toi, ça me fait penser, il y a pour la qualif des Jeux Olympiques les derniers, là, on a eu la qualif en Suède. La patinoire, il y avait pas mal de recruteurs pour les équipes pour le championnat suédois. Donc c'est vraiment une grosse promotion pour nous de performer avec l'équipe nationale, ouais. Et à côté de ça, tu as aussi l'utilisation de tes réseaux sociaux, parce que je vois que tu publies pas mal, enfin, c'est un petit peu comme ça que moi j'ai pris contact avec toi, c'est par Instagram, tu publies les vidéos de tes buts. J'ai vu le dernier qui était très, 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 très beau. Tu n'es même pas sur la caméra en fait. Je sais pas si tu as remarqué, mais le gars qui filme n'a même pas vu que tu es décalé. Donc,
T'es vraiment, en gros, le but, c'est rapidement, il y a l'arrière qui shoot enfin, non, qui fait une passe sur le côté et plutôt que de tirer directement, non, il tire et toi, tu prends le rebond, je crois. Ouais, j'ai un rebond qui me revient parfaitement dans la palette. Très beau but de hockey. Et donc, est-ce que ça t'aide aussi, ces réseaux sociaux, pour ta promotion perso, encore? Bah déjà, c'est principalement par là que je suis contactée par des équipes. Euh, Après, je pense que on pourrait quand même, enfin, je pourrais beaucoup mieux faire sur ça parce que je publie pas énormément, ou en tout cas, je vais reposter des stories. La vidéo que tu as vue, par exemple, c'est moi qui reposte une story de ma sœur. Oui, d'accord, ok. Donc non, je pense que sur ça, je pense on peut mieux faire, mais même toutes les autres joueuses d'équipe de France, en tout cas, parce que nous, on n'est pas connus, entre guillemets, d'aller essayer d'aller mettre plus de publicité sur les réseaux, parce que y a tout le monde qui regarde, donc Après, le hockey, c'est peu filmé aussi. C'est très dur de filmer du hockey. Et même en France, on a énormément de mal à filmer du hockey. Il n'y a qu'à voir juste la Coupe Magnus, on a l'impression qu'ils sont dans le noir. C'est-à-dire, ouais. j'ai l'impression qu'ils sont dans une cave et qu'ils jouent au hockey dans une cave. Et je me dis, mais allumez la lumière, on voit rien. Déjà, on voit rien parce que ça va vite. Ouais, ou alors c'est pris de super loin, c'est une caméra automatique qui tourne pas forcément au bon moment, donc Et on se dit, mais mettez des caméras dans les gardes, voilà, dans les cages, faites des trucs et tout. Mais en fait, je sais pas, ça a du mal. Ça a du mal. J'espère que ça va évoluer dans les années à venir. Mais donc, les réseaux sociaux t'aident, mais tu devrais le faire plus. J'imagine que c'est une question de temps. C'est une question aussi de ressources, de matchs, d'avoir quelqu'un qui te suit, qui te filme et tout, etc. Est-ce que dans ta prochaine aventure, tu considères que c'est une évolution par rapport à ton statut d'aujourd'hui en Finlande? bah alors déjà en termes de conditions, ça n'a rien à voir. Parce que c'est la première fois de ma vie que je vais signer un contrat où bah, je vais être professionnelle. Je vais vivre de jouer au hockey. Donc c'est bien, j'aurai 27 ans. Merci. Donc non, ce sera vraiment une grosse avancée et surtout la première année où bah, en fait le hockey ce sera entre guillemets mon métier quoi. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler et puis c'est pareil, toute la promotion, toute la pub qu'il y a autour du hockey là-bas, c'est vraiment différent et ils ont vraiment fait améliorer les choses là cette année. Donc ça va être encore mieux les années d'après. Et les étrangères qui viennent signer dans la ligue, elles peuvent vraiment négocier des bons contrats. Donc c'est vraiment hyper intéressant et j'ai vraiment hâte. Mais ça commence saison prochaine ou tu vas faire un petit peu de pré-entraînement cet été? Comment ça se passe? Je vais commencer début août, ouais. Donc on a un bon mois de préparation avec sûrement des matchs de prépa avant que le championnat commence, je pense mi-septembre ou quelque chose comme ça. On n'a pas parlé des blessures, parce que, ok, voilà, on parlait d'un sport de contact, même s'il y a moins de contact. Toi, aujourd'hui, au niveau blessures et autres, il y a rien eu de particulier. On n'a pas parlé, tu n'as pas eu de problème Non, particulier. alors je touche du bois parce que je me suis jamais blessée. En tout cas, jamais blessée gravement où j'ai dû arrêter pendant plusieurs mois. Donc on va espérer que ça continue comme ça, surtout avec les années qui passent. Donc non, ouais, sur ça, j'ai vraiment de la chance parce qu'on peut vraiment se blesser ou on peut être complètement out pour des saisons complètes. Et puis en termes de commotion, etc., j'ai jamais eu de grosses commotions aussi qui ont fait qu'il fallait que je m'arrête. Donc on va rester optimistique là-dessus. C'est quoi les principales blessures qu'on peut retrouver au hockey, hormis les palets dans les dents, mais ça c'est plutôt chez les garçons? Il y a un peu de tout. Bah, je pense qu'il y a quand même pas mal de commotions par rapport au contact. Et après, les genoux, les épaules, enfin, il y a un peu de tout. Les genoux? Ouais, les genoux, ouais. Les genoux, ouais, les différents, dans tous les sens, hein, devant, derrière, tout. Hein, c'est beaucoup ouais, c'est assez traumatologique, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, le hockey, c'est vrai qu'on peut. Alors, c'est un sport quand même assez complet en termes de mobilité. Donc, c'est vrai que généralement, les hockeyeurs ont des bonnes jambes et des bons genoux. Euh, mais il suffit effectivement d'un mauvais coup.
souvent les gardiens aussi qui se blessent, parce que eux, c'est en plus de la mobilité, ils ont carrément de la souplesse. Ils ont Ouais. de faire le grand écart, alors que c'est pas du tout le propre d'un joueur de hockey, hein. Généralement, un joueur de hockey est plutôt pas du tout souple. Euh, mais voilà, est assez fort sur ses appuis, et ce qui évite les blessures. Après, il y a les chocs à la tête qui peuvent être, même s'il n'y a pas beaucoup de contact, les chutes, ça peut être très rapidement un choc à la tête. Donc toi, jamais de blessure. Pour revenir sur la partie financement de ta saison, est-ce que en hockey, et en particulier en hockey féminin, tu fais appel à des sponsors, tu vas chercher des partenaires, que ce soit sur la partie matérielle, sur la partie financière, ou là, c'est le club qui t'emploie, qui essaye de te fournir le maximum d'aide? Alors là, en Finlande, en termes d'équipement, qui était fourni par l'équipe, donc toutes les joueuses ont, c'était le casque, les gants et la culotte. Donc, la culotte, c'est le short, on va dire. Et après, on a quelques crosses aussi pendant la saison, mais cette année, c'était un très mauvaise organisation, donc j'ai même pas eu les crosses que je voulais. Donc j'ai réussi à négocier un contrat avec CCM France, qui sont aussi partenaires de l'équipe de France, pour avoir des crosses de qualité et pas des crosses que je dois aller acheter, parce qu'une crosse, ça coûte minimum 200 € si tu veux de la qualité. Et puis il t'en faut minimum 3. Ouais, c'est ça, parce que sur un match, ça arrive qu'on casse une ou deux crosses, quoi, suivant la violence du match. Après, nous les filles, on casse quand même moins de crosses, parce qu'on les flexe moins, et puis je pense qu'on est quand même moins violente sur les contacts. Mais il faut quand même que tu aies des crosses en rab, parce qu'on sait jamais quand que ça peut péter, quoi. Donc, c'est compliqué de chercher des partenaires juste pour moi. Parce que les partenaires, ils vont te demander d'afficher leur marque quand tu fais un match de hockey. Mais sauf que Forcément. quand je fais mon match, je suis sous les couleurs de mon équipe. Donc, il faut que je représente les partenaires de mon équipe. Et c'est un peu compliqué d'afficher, en tout cas, une marque extérieure à celle de l'équipe. Après, c'est possible. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment être bon sur la communication sur les réseaux et de relayer un maximum pour qu'il y ait du sens avec le partenaire, quoi. Et ça, tu disais tout à l'heure, tu penses que tu peux t'améliorer là-dessus. Et côté équipe de France, est-ce que tu es rémunéré quand tu joues pour l'équipe de France? Est-ce que tu es défrayé? Est-ce que l'équipe de France, vu que tu es à l'étranger, te paye tes billets d'avion, tes billets de train, ou tes traversées en cargo ferry pour revenir préparer les matchs? Alors, on n'est pas payé. On n'a pas de salaire pour être en équipe de France. Après, par contre, sur tous les regroupements, etc., c'est eux qui prennent en charge nos déplacements. Quand je pars en stage à l'étranger, c'est eux qui payent les billets d'avion. Après, l'hôtel aussi, j'espère. Oui. Après, sur la semaine, on dépense rien du tout, nous, en tant que joueuse, mis à part si t'as envie, mais en tout cas, non, sur ça, et encore heureux, j'ai envie de dire, parce que sinon, ce serait quand même très compliqué pour beaucoup d'entre nous pour juste venir en équipe de France. Et après, on a des aides financières de l'État, mais quand tu ramènes la somme sur une saison complète, c'est rien du tout. C'est vraiment juste des petites aides qui te permettent d'aller acheter un petit matos, si tu as besoin de quelque chose. Mais Il faut savoir qu'effectivement, les équipements, ça coûte très cher au hockey. C'est une paire de patins, ça peut vite fait arriver à... Et mes derniers patins, je les ai payés 1200 € de ma poche. 1200 €. Ouais, c'est des très beaux patins. Les gants, c'est pareil. Enfin voilà, dans tout, il y a vraiment énormément de choses, de différents éléments. Et chaque élément, il faut savoir qu'il y a quoi? Il y a à peu près 2-3 marques. Il y a à peu près 2-3 marques qui font du hockey, hein, les plus connues. Tu t'en as cité une et l'autre, c'est Bauer. Et il y en a une ou deux après à côté qui s'y mettent. Mais il n'y a pas beaucoup de choix. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup de choix, les prix sont très hauts. Et puis pour aller démarcher des partenaires, c'est difficile aussi, parce que si tu en as 15 potentiels que tu peux contacter, tu peux toujours essayer. Quand on a 3, c'est difficile. Oui, puis c'est pareil, suivant le partenaire de ton club ou de l'équipe de France. Par exemple, CCM, ils sont partenaires de l'équipe de France. Moi, je peux pas aller faire de la pub avec mon maillot équipe de France et ma crossbauer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas de crossbauer. Mais Et une crosse, ça peut valoir jusqu'à 400-450 € la crosse, hein. c'est minimum 200 € si tu veux de la qualité, quoi.
Et toi, aujourd'hui, là, avec ton nouveau contrat, je pense que tout est cadré, mais tu cherches plus, toi, d'aujourd'hui, de sponsor. Bah, pas forcément. Après, ça dépend toujours de qui est le partenaire des équipes avec lesquelles je joue. Parce que tu vois, là, en Finlande, c'était CCM aussi. Donc, d'aller chercher le partenariat avec CCM France pour avoir des crosses, c'était facile. Après, là, dans l'équipe l'année prochaine, ils sont pas partenaires avec CCM. Donc après, c'est à voir ce qui est possible de négocier. J'espère que tu as acheté les bons patins, parce que sinon, tu vas être obligé de changer. Non, ça, c'est bon. C'est bon, ça. Tu t'es déjà renseigné avant sur les différents partenaires des équipes? Non, après, ça fait pas partie des choix de décision ou quoi que ce soit. Puis c'est surtout que moi, en plus, en termes de patins, j'ai pas énormément de choix parce que j'ai des tout petits pieds. Donc, je suis obligée de faire des patins personnalisés à ma taille, etc. C'est pour ça que ça coûte très cher. Donc, sur ça, après, j'ai le droit de jouer avec d'autres marques. J'ai pas des patins CCM. Donc j'ai le droit de jouer avec n'importe quelle marque, mais par contre, je peux pas en faire la promotion si c'est pas le partenaire de l'équipe. Tu as un message à faire passer parce que c'est aussi l'objectif du podcast, c'est de potentiellement, effectivement, avoir des supports financiers qui peuvent venir et te dire taper à la porte ou alors d'avoir des nouveaux clubs et tout. Mais bon, apparemment, enfin, pour toi, tout est organisé pour la saison prochaine. Mais c'est aussi inspirer peut-être les plus jeunes qui voudraient se lancer dans la même logique que toi parce que tu parlais des pionnières, mais tu vas l'être un jour, cette pionnière, et il y a des jeunes filles qui vont regarder, vont dire wow, la Finlande et mystère, on le saura bientôt. Euh, et waouh, j'ai envie de faire pareil. Donc voilà, et tu es vraiment aussi une typologie de personne, voilà, enfin, quand tu dis que tu travailles, tu as travaillé pour les entraînements et tout, enfin, voilà, t'as tout donné en fait pendant des années là-dessus. Et aujourd'hui, je pense, avec ce nouveau contrat, tu as enfin la récompense et tu vas pouvoir enfin faire du hockey, penser hockey, vivre hockey, dormir hockey, te lever hockey sans forcément te. C'était déjà ça, ouais. Ouais, mais là, tu te disais Mais là, au moins, il y a vraiment. comment je vais me payer à bouffer, ou alors merde, mes patins ils commencent à être un peu vieux, il faut que je les change. Là, tu vas peut-être avoir plus de dotation, tu vas peut-être d'encadrement. Ouais. Donc voilà, c'est aussi ça le but. Voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter? Qu'est-ce que tu dirais à une gamine je sais pas, de 10, 12, 2 ans qui se dit tiens, le hockey c'est ma passion, est-ce que je ne ferais pas mon métier? Non, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que bah, justement, les filles entre 10 et 13 ans, je pense que c'est le moment le plus compliqué. Et je pense que c'est aussi sur cette tranche d'âge où on perd énormément de joueuses. Parce que les conditions en France sont un peu compliquées, suivant les conditions que tu as en club. Donc vraiment continuer, de pousser jusqu'au bout et de pas forcément porter attention à tout ce qu'on peut entendre, les commentaires négatifs sur le sport féminin en général. Si tu as envie de faire ça dans ta vie, bah fais ça. Enfin, y a pas vraiment d'autre chose à dire. Si tu as la force en toi pour te battre, parce que ça va être dur, faudra se battre. Mais par contre, si personne se bat, ça changera pas. Enfin, il n'y a rien qui va changer. Donc, il y en a qui se sont battus avant nous. Nous, on est en train de se battre et il y en a encore beaucoup qui se battent derrière nous. Donc, faut continuer parce que de toute façon, ça peut que évoluer au jour d'aujourd'hui. Donc, faut qu'on garde toutes ces joueuses entre 10-15 ans. Je pense que c'est là où on perd quasi tout le monde. Encourager les jeunes filles à continuer à venir s'entraîner, à continuer même encore s'entraîner avec les garçons, même dans cet âge un peu difficile de mélange, pour pouvoir progresser et passer ce passage et arriver à l'âge C'est de ça. 15-16 ans et pouvoir aller en équipe de France et continuer à se développer. Et surtout qu'en plus, maintenant, il y a l'équipe de France U15, U16, il y a beaucoup de regroupements. Nous, on n'avait pas ça. Enfin, moi, il me semble que j'ai fait partie de la première génération où on a eu un regroupement U15. Mais avant, il n'y avait pas ça. Donc là, elles ont vraiment des conditions qui sont bien mieux que ce que nous, on a pu avoir. Et après, oui, si tu as des bonnes conditions dans ton club, que tu t'entends bien avec les garçons avec qui tu joues, continue comme ça. Et après, si ça se passe un peu moins bien, bah, tu sais que de toute façon, tu vas pas jouer avec les garçons indéfiniment. Donc, bats-toi, fais ce qu'il faut faire pour te développer au maximum. Et puis après, tu sais que de toute façon, tu seras dans des équipes féminines où tu pourras pleinement être toi en tant que personne. Oh, merci.
J'ai une petite question signature sur ce podcast. Si on pouvait se projeter dans un monde un peu spécial, un peu dans la science-fiction, et que la Clara Rosier de maintenant, de 26 ans, pouvait être juste à côté de la Clara Rosier de, allez, on va dire celle de 7 ans, quand tu découvres le hockey, et qu'elle, la Clara de 7 ans, elle sait qui tu es et cette vie qu'elle aura jusqu'à ses 26 ans quand tu la croises. Qu'est-ce que tu crois qu'elle penserait de toi à ce moment-là en te voyant ? Qu'est-ce qu'elle te dirait ? C'est une bonne question, mais je pense qu'elle serait fière de voir ce qui a été fait jusqu'à là, parce que ça n'a pas été tout le temps facile. Et puis surtout qu'elle va se dire que c'est possible, parce que je l'ai fait, on l'a fait avant, avec beaucoup moins de moyens. Donc maintenant, les portes sont ouvertes et faut juste continuer. Et toi, tu lui répondrais quoi du coup ? À peu près ce que je viens de dire, de toute façon, qu'il faut croire en ses rêves. Et puis, si tu as vraiment envie de faire ça, fais-le à fond, fais-le à 100%. Ça va être dur, mais faut complètement te mettre dedans, quoi. Super. Et puis pour terminer, Clara, où est-ce qu'on te suit justement sur tes réseaux sociaux, sur d'autres supports ? Où est-ce qu'on s'informe et puis qu'on te soutient, et notamment pour le prochain changement ? Alors sur les réseaux, c'est Clara Rosier, tout simplement. À peu près de partout, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis après, faut suivre la Fédération française. Ils partagent aussi pas mal d'articles sur les Bleus à l'étranger, ça s'appelle. Ils font toutes les semaines. Il y a des petits articles pour donner des nouvelles des joueuses qui jouent à l'étranger, donc, et puis qui résument quand même plutôt bien ce qui se passe. Surtout que là, en ce moment, je suis en train de jouer les finales en Finlande du championnat, donc s'il y en a qui veulent suivre, c'est avec grand plaisir. Ça se joue là cette semaine, donc c'est maintenant ou jamais. L'épisode sortira plus tard, mais si tu veux, ouais. on essaiera de prendre ce petit bout-là, ce petit short-là, on mettra sur nos réseaux, et comme ça on invitera les gens à venir suivre tout ça et à t'encourager. Merci beaucoup, Clara. On te souhaite une bonne continuation, bonne finale justement avec ton club en Finlande, et puis après, bon déménagement dans quelques mois. Ouais, c'est ça. Bon, on a le championnat du monde quand même avant la prochaine saison, donc là c'est finale, après championnat du monde, et après je me focuserai sur la prochaine saison avec ma nouvelle équipe. Championnat du monde à quelle période ? C'est du 21 au 27 avril, en Autriche. Tiens, dernière petite question. Les prochains Jeux Olympiques, est-ce que tu y penses ? Est-ce que tu en rêves ? Est-ce que tu es déjà dans les sélectionnables ? Ah bah forcément. Forcément, qu'on y pense et qu'on en rêve, ça fait déjà... j'ai déjà fait 2 qualifications pour les Jeux Olympiques, donc de 2018 et 2022, où on ne s'est pas qualifié. Et on est vraiment passé à pas grand-chose pour les Jeux de 2022. Ça s'est joué à un but. Donc forcément, on y pense. Surtout qu'en plus, là, donc il y a les prochains Jeux qui seront en Italie, mais surtout qu'en 2030, il y aura aussi les Jeux en France. Donc les Jeux en France, ça veut dire qu'on est officiellement... Enfin, on est qualifié d'office, parce que le pays hôte est qualifié d'office. Donc... j'avais pas forcément prévu à la base de jouer jusqu'à là, parce que je serais quand même vieille. Bon. Tu parles à 2 grands-pères, là, donc je te remercie, s'il te plaît. Mais par contre, c'est les Jeux Olympiques, donc là, forcément que la priorité, c'est de se qualifier pour ceux de 2026. Mais si j'ai l'opportunité dans ma vie d'en faire 2... j'y vais bras ouverts. Ouais, puis Milan pour 2026, ça sera pas très loin de la France non plus, donc. Non, puis c'est à côté de la maison, ouais. Voilà, un petit coup de patin, enfin un petit coup de ski pour descendre sur les patinoires et puis tu y seras. Ouais. Mais non, c'est sûr que ces gros objectifs là de l'équipe de France, c'est de se qualifier pour les Jeux de 2026 et puis surtout qu'au moins on aurait déjà de l'expérience pour ceux de 2030. Donc non, ce serait incroyable en tout cas pour moi ma carrière d'aller faire les Jeux, que ce soit 1 ou 2 fois. Écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on prenne date 2026, on se refait une petite interview pour voir où est-ce que tu en seras après ces JO, et puis évidemment 2030 là dans les vestiaires, ouais. Sera devenu un média plus que mainstream, et puis on sera content de t'avoir sur notre plateau pour pouvoir en reparler. Avec plaisir. Super, merci beaucoup Clara. En espérant que ça se passe comme ça. Allez, salut. Merci, salut.
Alors on est tous d'accord, chaque athlète a une histoire unique, tout comme Clara Rosier que vous venez d'entendre sur le podcast. Si son parcours vous a inspiré, eh bien rejoignez-nous sur les réseaux sociaux du podcast pour en discuter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour en découvrir davantage sur Clara et tous les autres sportifs du podcast et les soutenir dans leurs défis, eh bien visitez le site vestiaire.org. On a besoin de vous, chaque euro compte et 100% des dons sont directement reversés aux athlètes. Le podcast Dans les vestiaires met en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Et le plus simple, c'est de partager leurs histoires pour les aider à briller sur la scène internationale. Et puis comme ça, tout le monde fera un peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et ça les aide surtout eux. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!